Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Facebook Live dédié uniquement aujourd'hui à un début de réponse à Monsieur Bruno Bidjan ainsi que la chaîne des 1000 collines qui ont fait preuve de bassesse serait un mot faible, d'attaque vile, d'attaque qui ne porte pas leur nom dans le monde du journalisme, à un journaliste, à un homme des médias, un homme qui a fait ses preuves. Un instant, s'il vous plaît. Nous avons dit que nous allons chauffer le tam-tam de notre grand frère, J. Rémy Ngono, toute cette semaine. Malheureusement, cette affaire arrive alors que j'ai un peu de temps entre mes mains. Alors, j'en fais la mienne. Parce que nous ne pouvons pas rester indifférents lorsque l'un de nôtres est violemment attaqué par les chantres de la sardine, de la servitude, de l'avilissement du peuple camerounais. On ne peut pas rester indifférent, muet, dans le mutisme, face à des attaques aussi violentes, aussi viles, et même aussi sataniques, face à l'un des nôtres. Parce qu'il faut bien le rappeler, J. Rémy Ngono, c'est un combattant de la première heure. C'est un combattant qui a fait la prison au Cameroun. C'est un combattant qui a tout sacrifié. Vous avez vu, y compris sa famille, y compris sa communauté, pour se battre pour la justice, pour le peuple camerounais. On ne peut pas rester indifférent, même si ce n'était pas Rémy Ngono. Les scènes que nous avons vues, ce reportage doit être dénoncé au plus haut lieu. Et j'invite ici tout le monde à écrire à Canal+, dénoncer ce reportage et dire cette chaîne n'est pas digne de figurer dans leur bouquet. Canal+ doit enlever la chaîne en question de leur bouquet. C'est de ça qu'il est question. Il faut que ces gens apprennent à comprendre que il y a des sanctions. Nous ne vivons pas dans un monde sauvage. Et lorsque ils vont faire des partenariats avec des compagnies qui ne dépendent pas de la satrapie, qui savent que nous avons moyen de faire pression sur ces compagnies-là. Oui, nous avons moyen de faire pression sur eux. Et nous allons faire pression pour que cette chaîne de merde soit retirée d'un bouquet aussi populaire. Cette chaîne qui diffuse la haine tribale. Cette chaîne qui a appelé au génocide des anglophones. Cette chaîne qui a demandé de dératiser la zone anglophone. Cette chaîne où on apprend aux hommes à battre leurs femmes sans laisser des traces sur le corps. Confère celui qui avait été enfariné à Paris. Cette chaîne où on dit aux gens que le sida se transmet par la peau. Une chaîne de désinformation, de mésinformation, d'asservissement et d'abrutissement du peuple. Elle doit être fermée ou alors retirée complètement du bouquet, des bouquets qui attirent de grandes clientèles. C'est de ça qu'il est question. Et donc, avant de commencer aujourd'hui, il est essentiellement question de rappeler l'affaire qui amène la furie de ce satrape sur notre compagnon J. Rémy Ngono. Il s'agit en effet des révélations que celui-ci fait chaque samedi dans le cadre des dossiers noirs du samedi soir. Oui, Rémy Ngono n'a pas la langue de bois. Il dévoile les vérités du pays. Il dit tout haut ce que tout le monde sait et que tout le monde cache. Rémy Ngono, c'est un journaliste qui a ses entrées et c'est ça le journaliste. C'est ça la beauté. J'ai entendu quelques-uns, quelque temps dire que c'est un infiltré parce que comment se pouvait-il qu'il ait accès à autant d'informations. Mais c'est justement ça le secret du journaliste. Un bon journaliste, c'est celui qui a des entrées, c'est celui qui protège ses sources. Et c'est pour ça que ses sources continuent de lui faire confiance. Nous avons la chance d'avoir au sein de notre résistance 2 ou 3, j'en citerai 2, Boris Berthold et J. Rémy Ngono, qui sont des journalistes d'investigation
qui ont des sources fiables et qui révèlent les dossiers cachés du terroir chaque semaine. Et nous ne laisserons jamais, je dis bien jamais, que le satrape s'en prenne à eux. Malheur, ça dit mal leur en a pris parce que les deux sont évidemment ressortissants du centre et du sud. Ils ont bien voulu faire comprendre aux gens que le combat, c'était le combat d'une certaine région du Cameroun. Le combat, c'était le combat des gens de l'Ouest. Mais voilà, aujourd'hui, ils s'en prennent violemment à un digne garçon du centre, simplement parce qu'il dévoile, il révèle les vérités. Alors, avant de commencer, nous allons parler de l'affaire qui a effectivement créé tout ce tumulte. Il s'agit de l'affaire de la mort du jeune Brian Fombor. Cette affaire qui continue évidemment de peser sur cette chaîne parce que tous les acteurs, ou alors presque tous les acteurs de cet assassinat sont évidemment dans cette chaîne. Et c'est une affaire qui ne partira pas. Justice pour Brian Fombor. Justice pour Brian Fombor qui a été assassiné lâchement. Justement parce qu'il s'est retrouvé dans une situation où il était au milieu des loups. Le pauvre Brian Fombor a été assassiné. Et donc, tous ceux qui parlent de cela, la pauvre chaîne va s'en prendre à eux. Mais vous allez vous en prendre à tout le Cameroun parce que tout le monde parlera de cette histoire. Cette histoire n'entrera justement pas dans les tiroirs. Nous n'allons pas laisser cette histoire mourir parce que ce jeune est mort lâchement et nous voulons que justice soit faite. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'écouter quelques petits dossiers qui avaient déjà été évoqués et qui sont disponibles dans la toile pour rafraîchir la mémoire. Et je suis sûr que le grand frère J. Rémy Ngondo, ce samedi, lorsqu'il montera sur le ring, ce sera pour enterrer définitivement. Nous allons chauffer la salle. Nous n'allons pas laisser cette histoire se reposer. Toute cette semaine, si les Camerounais vont se rappeler du forfait que vous avez commis, du crime odieux, du massacre que vous avez commis sur un jeune homme. Oui, on va parler de ça, puisque c'est ce qui a entraîné tout ce déferlement, toute cette vague déferlante de haine contre J. Rémy Ngondo. Eh bien, vous allez vous attaquer à tout le monde parce que tous les Camerounais parleront de ça. Nous allons réveiller cette histoire. Je profite ici pour présenter vraiment ma sympathie à la maman du jeune Brian Fombor et lui présenter nos regrets parce que aucune maman n'aimerait que son enfant de vivant ou de regretter mémoire soit au centre d'une polémique aussi douloureuse. Nous présentons donc ainsi nos sympathies à cette femme qui n'a rien demandé, qui avait mis au monde un jeune homme, qui l'a élevé au meilleur de ses capacités, qui en a fait un bel homme, une belle personne, une personne qui était aimée par des centaines, des milliers de personnes à travers le monde et qui malheureusement a été arrachée à la vie de façon sauvage, de façon lâche. Donc, voilà, qu'elle ne se sente pas offensée par tout ceci, mais qu'elle sache que, en fait, c'est l'action des ancêtres qu'elle avait invoquée lors de l'enterrement de son fils qui est en train de s'effectuer. La justice divine prend son temps, mais elle finit toujours par s'accomplir d'une façon ou d'une autre. Alors nous atterrissons dans cette histoire de façon fortuite, mais c'est peut-être le destin. Et que maman observe seulement la scène, ton fils aura la justice qu'il mérite. Il n'a rien fait pour mériter le sort qui a été le sien. Donc, voilà. Donc, nous allons donc parler de cette histoire. Avant de commencer, donc, je vais vous montrer qui était Brian Fombor et comment il est mort. Ça, c'est le témoignage d'un de ses amis suite à sa mort. Après la mort, on a fait une messe là rapide avec Andrea Foudal et
illégal, tout le monde là, tous là, tous. On a fait une lettre, nous sommes partis. Je suis la maman Bastos. Les pleurs là-bas, les pleurs. Elle nous a donné Cachemire à tout le monde, elle reste là. Je suis quitté là-bas à 8 heures. Elle a dit qu'elle va attendre ses frères, mais le programme serait anticipé. Il y aurait, cette fois, c'est pas encore qui va mettre l'or à la mort. Voilà ce qui s'est passé, carré. Là. Attendez. Nous tenons tout d'abord à préciser que le but de cette vidéo n'est pas de promouvoir la haine ni le ressentiment, encore moins d'accuser qui que ce soit. Mais nous voulons tout simplement révéler la vérité afin que justice soit faite. Tel est là notre objectif. Brian Fombo, âgé de 28 ans, est un jeune Camerounais qui fait ses études en économie en Europe. Ce jeune homme aime bien faire la fête avec ses amis et est très connu des célébrités camerounaises telles que Nathalie Nkwa, Mimi Mofo, Alexandre Son, Oyongo Bitolo, David Eto et Malo West. La nuit du 4 juin 2020, alors qu'il est en train de discuter avec ses amis dans un bar, il reçoit un coup de fil. Il décide de s'absenter pour aller chercher une fille. Quelques minutes après, ses amis apprennent avec stupeur qu'il vient d'être assassiné au carrefour Omnisport. Arrivé sur les lieux, il est trop tard. Un jeune homme qui était présent lors de l'assassinat raconte ce qui s'est passé. Nous allons vous faire écouter ce message audio, mais avant, il est très important pour nous de vous dire que cet assassinat, qui n'a pas l'air d'être une agression simple, ressemble étrangement à un crime passionnel commandité par une personnalité influente du pays. Vous allez comprendre pourquoi. Cette affaire a défait la chronique sur les réseaux sociaux et tout le monde est stupéfait de la réaction de Ivana Essomba, l'ex-petite amie du défunt, qui était avec lui ce jour dans sa voiture quand on l'a froidement assassiné. Le téléphone de la victime reste cependant introuvable, mais ses amis témoignent que quelqu'un reçoit ses messages WhatsApp et bloque tout le monde. On m'envoie des notes vocales qui circulent, c'est bidon. Donc, Oula. Un instant, s'il vous plaît. Le volume est parti. je suis choquée. Je suis pratiquement traumatisée. Mais je vous rassure, je vais bien physiquement. On ne m'a pas déshabillée, on ne m'a pas dit tout ce qu'on fait dans la on ne m'a pas fait tout ce qu'on dit dans la vidéo. Mais ils m'ont agressée. Ils ont voulu prendre mon téléphone. Je me suis débattue comme j'ai pu. Ils n'ont pas pu. J'ai gardé tous mes bijoux. En fait, ils n'ont rien pris sur moi. Ils n'ont rien pris. Ils m'ont juste cassé un ongle, comme vous voyez. Et sans plus. Donc voilà, quand j'aurai un peu de temps, je ferai une autre vocale pour vous dire ce qui s'est passé. Nous sommes tous conscients ici que c'est une grande perte pour tout le monde. Parce que malgré le caractère qu'il avait, c'est quelqu'un qui était proche de beaucoup de personnes, qui aidait beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous devons tout simplement d'être solidaires, d'être soudés. Parce que nous perdons un être qui était cher. Nous avons perdu, un être qui était cher. Et nous devons d'être soudés au lieu de se tirer les uns sur les autres. Et que ça serve également de leçon à tout le reste, parce que ça peut arriver à tout le monde. Il y a quelques jours, on a perdu quelqu'un. Aujourd'hui encore, on perd. J'ai quitté de la maison à 22h45. Je me suis retrouvé au black and white en train de taper les divers avec Bouka et certains gars qui ont tué un peu le temps là. Après ça, je suis allé regarder un peu chez Isidore Penda comment la forêt se passe là-bas. J'ai mis Isidore Penda n'est même pas là, il est à Paris. J'ai trouvé dans Nikita, j'ai trouvé Semengue, j'ai trouvé Siaka. Le prince d'Agua, Siaka. Qui dort même chez lui, qui dort même dans son appartement avec lui. Avec d'autres gars. C'est mis, on a commencé à taper les divers. Il était un peu le bois, le 18 ans. J'ai pris une petite lumière, j'ai commencé à boire. Taper le divan, 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 taper le divan. Après, Siaka, il a peine l'économie, il dit à l'économie, pour ici, l'économie nous dit, bah,
moi je suis en train d'aller chercher un gars. Il me donne pour vendre le gars. Après, c'est ça que je lui dis que gars, il me prend, gars. Moi je veux que tu suives, moi je veux que tu suives, il me prend. L'économie était sur Guy Manager avec Eric Changa. Vous étiez maintenant, ils sont séparés de chez Guy Manager. Ils sont les rangs de Guy Manager, ils ont fait parler tout et tout. Après, lui, maintenant, il quitte pour se retrouver à Titi Garage pour aller prendre Ivana. Moi, particulièrement, moi, je descends maintenant au Marélis, que tu connais bien chez Isidore Pena. Je trouve Serge Asso, je trouve Justin Guéou avec les Franklin Koua et autres là. Donc, sur la table, on dit que Justin Guéou, Serge Asso, avec un autre grand là et moi, avec Hervé, donc ça fait 5 personnes. Le reste là, c'était que les filles étaient celle-ci. On est là. Après, Serge dit, bon, gars, on s'amuse là. Ils ont le champagne, il y a une bouteille de whisky. Serge dit, il veut la bac. On forme tout cela, on met ça dans la voiture. Ils ont dit qu'il part. Et donc maintenant, quand tous ces grands-là partent, je suis resté donc avec Hervé. Il y a le Didi donc qui a donné une fois au Diega, qui anime au film présentement, qui anime au Diega, qui n'est pas, on l'appelle Didi Rougri. C'est lui qui s'est dit, il faut un courant, il dit, gaga. Ça veut croire, il me dit là que l'économie est morte. Hervé, elle a sa voiture garée. On dit, attends, on appelle Momo, qui est à l'avenue Kennedy. On dit à Momo que, quand Momo décolle pour téléphone, Momo décolle pour téléphone. C'est donc comme ça que Sanguine sort, il dit que, regarde, l'économie est morte, encore en criant, en pleurant. On demande la voiture, on arrive à l'Omisport. À l'Omisport, on ne couvre pas encore beaucoup de gens. On couvre le corps étalé. Quand je tourne la face comme ça, je vois que les gens en pleurs, je couvre les gens pour en train de pleurer, crier. C'est bête. Qu'est-ce qui se passe? L'économie. Je viens vers le corps comme ça, je soulève, il y avait une capuche sur lui, je soulève ça, je dis, merde, le crew, on comme ça, sur la poitrine, ils ont mis le couteau. C'est donc comme ça donc que un gars se rapproche de nous, il nous dit, voilà ce qui s'est passé, parce que lui, il a vécu avant que ça ne dégénère. L'économie s'est au courant qu'elle allait prendre Ivana et Somba. Après prendre Ivana et Somba, ça n'a rien à voir avec ce que le gars a dit sur la voix. Lui-même, il n'est même pas, lui-même, il n'a aucune bonne version là. Donc, il ne connaît absolument rien. Ce que nous suspecte encore, c'est que ça peut être un règlement de compte, mais commandité par quelqu'un. Mais je ne te demande pas que cet enfant a été tellement piqué, poignardé au dos et derrière qu'on ne peut pas imaginer. C'est quel genre de rancune ça. Donc, comme je te disais, donc, il a gardé dans la voiture, il en est ancré, il a démarré la voiture. En roulant, donc, il a donc bousculé une moto. Quand il bouscule la moto, le motoman tombe. Ça commence donc à tirer, donc, la moto s'accroche sur le capot du derrière. Ça commence donc, il fait un bruit, il clanque, il y a un bruit. Il dit que, mais, c'est quoi? Quand il se retourne comme ça, il voit une moto, il voit vraiment le gars et avec le volant. C'est comme ça que ça n'a même pas fait 2 minutes. Il voit les motos qui sont derrière lui comme un fou. Il s'arrête donc. Il dit, il y a quoi? Il dit, gars, man, un voleur, c'est quoi ça? Il dit, pas un voleur. On lui donne un premier poignard derrière le dos. Tchou! Il est encore dans la société, il dit, mais les gars, ils veulent m'agresser, il tourne la voiture. Les gars prennent le caillou, quand il a retourné comme ça, les gars prennent le caillou, les gars lancent la pare-brise, ça casse la pare-brise. La cabine ne se casse pas quand même, mais ça fait les fissures, les grosses fissures. Il part devant la brigade, la brigade de Misport, là, qui est en face du stade, là. Il tombe, il commence à crier. Aidez-moi. Il voit comment les gars sont en train de venir. Il est encore dans la voiture. Il demande la voiture comme ça. Il commence à rouler la moto. La moto est toujours sur le capot. Il demande la voiture. Il commence à rouler. Il dit maintenant, il voit une bande de gars qui sont là au grand point. Au micro là, il y a le grand point là. Comme
si tu t'étendais, comme si tu partais comme si tu partais vers Omnisport. Il s'arrête là, il dit aidez-moi, 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 sauvez-moi, sauvez-moi. Les gars, quand les gars se rappellent, Motoman vient là, le Motoman l'encercle. Il dit que je vous ai fait quoi, je vous ai quoi, je vous ai fait quoi. C'est comme ça qu'un autre gars inconnu, qu'on ne connaît même pas bien, identitaire, qu'on ne connaît pas, il sort, il met à l'économie ici devant la poitrine, long plutôt. L'économie a son iPhone, a son porte-monnaie, a ses bijoux. Tout ça, on le retrouve. L'économie commence à courir. Il va là, dans la voiture. Il commence à courir comme ça. Il tombe avec la tête. C'est comme ça donc il se retourne comme ça. Allez, tâche. L'économie est morte sur place. Les gars, maintenant, tous les taximans, les motomans, commencent à prendre les routes, les destinations différentes. Les gars commencent. C'est donc comme ça donc il y a un parcours donc, qui est en train de monter à Dover et Fosse. Un parcours de la police. Il y a deux gars sur la moto. Ils étaient avec le couteau. Le couteau se pendait. On avait le sang. On avait le sang sur ses vêtements. La police dit arrêtez-vous. Donc vous avez des bandits, arrêtez-vous. On ne les pas. On dit que vous sortez d'où. C'est comme ça qu'on appelle donc le même parcours pour faire comprendre qu'il y a encore ici là qu'on vient de tuer. C'est comme ça qu'on arrête les deux petits là. On les amène d'abord à la DFJ, après on les amène encore comme ça. On était tous là, Karim. Karim, tout le monde est arrivé, les pleurs, tout le monde est arrivé. Tout le monde est arrivé, la matin est arrivé, tout le monde est arrivé, tout le monde est arrivé. On a pris le code de l'économie. On est parti avec le code de l'économie à l'hôpital général. L'hôpital général, on est arrivé là-bas, on a trouvé près de 40 corps. Pas terre. Quand on va mettre là-bas, on n'a même pas d'espace, il n'y a pas la place. On est parti ici là, ici là, qui a été comment on appelle encore la morgue qui est tombée là. Même aussi. Je ne sais pas comment on appelle, c'est quoi, Djungo. On est parti à Djungo. C'est comme ça qu'on dit qu'on peut faire, car quand on arrive au secteur, c'est aussi plus on a négocier la place. Les mecs sont bons, les gars sont bons. Tout ça, on va dans ta voiture. Et la moto est devant là-bas, on est derrière avec le Ketchanga, tout le corps. On est monté près de 50, 55 voitures. Et tout le monde est en peur. On arrive dans comme ça. C'est moi qui portais le corps, même pas du même le corps à mort. Quand il était dépassé, quand en même temps, je vois l'économie touchée, innocent. Je vois les autres corps comme ça, qu'on va livrer tout à l'heure là. Et à job. Et Seigneur Jésus, c'est quoi ça? Maintenant, on est en train de faire, on est en train de mener une enquête. Puisque son téléphone a disparu, on va essayer de craquer ça. On est en train d'ouvrir une enquête. On est en train d'ouvrir une enquête carrée. Donc, ça fait sur moi, on saura qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On saura carrément. Tôt ou tard, tu aurais les. Donc, après la mort, on a fait une messe là rapide avec Andrea Fouda, tous les gars, tout le monde là, tous là, tous. On a fait une messe, après nous sommes partis chez la maman Bastos. Les pleurs là-bas, les pleurs. Elle nous a donné Kachini à tout le monde, elle restait là. Je suis quitté là-bas à 8 heures. Elle a dit qu'elle va attendre ses frères, mais le programme serait anticipé. Il y aurait, c'est pas encore qui va bien long à la mort. Voilà ce qui s'est passé, Carré. Donc voilà le film de la mort de Brian Fombor. Ce jeune homme de 28 ans qui était étudiant en économie et qui n'a eu pour seul malheur dans sa vie que de tomber sur le chemin d'une femme qui avait des relations très compliquées avec les barons du pays. Voilà le seul tort que ce jeune homme a eu dans sa vie. Être amoureux d'une jeune femme qui elle-même entretenait des relations compliquées avec les barons du Cameroun. C'est ainsi que ce garçon est tué. Nous allons maintenant essayer de voir qui est cette jeune dame en question. J'espère que je vais pouvoir retrouver.
Alors. Ivana Essomba, c'est la fille de l'ancien président du Tonnerre, Essomba Yenga, qui avait 2 filles, c'est-à-dire son épouse en venant en mariage avait une première fille qu'elle avait en main, et ensemble ils ont eu Ivana. Alors, Bruno Bidjan, le jeune loup aux dents longues, en service à la chaîne de télévision Vision 1000 Collines, est en détention depuis plusieurs jours à la police judiciaire dans le cadre de l'affaire Ivana. Pour mieux comprendre cette affaire, il faut savoir qui sont les protagonistes. Donc, vous avez suivi le film de la mort de Brian. Ça s'est passé le 5 juin 2020 au niveau de la station Texaco Omnisport. Le jeune Brian Fombor, connu dans les milieux de la jet set camerounaise à Yaoundé, est poignardé à mort par des motos taximens. Au départ, il y a une première version qui circule qui est que il aurait cogné l'un des motos taximans et les autres seraient venus donc en rétaliation de cet acte. Cette nuit-là, il est dans son véhicule avec Ivana. Mais qui est cette Ivana? Ivana Essomba est la fille de l'ancien président de Tonnerre Kalara Club, le club de mon cœur, Essomba Yenga. La mère de Ivana a eu un premier enfant avant de se marier, et celle-là s'appelait Karine Eba. Et donc, lorsqu'elle se marie avec Essomba Yenga, elle fait Ivana avec lui. Les 2 filles sont élevées par le même père, dans le même foyer. Karine Eba est très connue dans les milieux de la nuit à Yaoundé, mais également pour les relations qu'elle entretient avec les pontes du régime. Voilà donc des filles qui, bon, les filles en vue à Yaoundé, elles entretiennent des relations avec les grands hommes de Yaoundé, les hommes du régime. Évidemment, parmi ces hommes, Karine Eba est la concubine de Jean-Pierre Amougou Belinga, le patron de Vision 1000 Collines. Donc, c'est la grande sœur de Ivana qui est la concubine officielle des hommes lois. Ivana ne travaille pas et passe ses journées à arpenter les rues de Yaoundé. C'est alors que sa grande sœur lui propose de travailler à Vision 1000 Collines. C'est qu'elle accepte. Sur place, c'est une jeune femme, elle est belle, elle est séduisante et elle ne laisse pas les employés de la chaîne indifférents. C'est donc ainsi que même le PDG commence à lui mettre le grappin. Et des frictions naissent entre ses employés, des frictions naissent entre sa grande sœur et elle qui estime qu'elle lui fait le tapé d'eau. Comme la grande sœur se plaint que la petite sœur est en train de lui faire le tapé d'eau, les hommes leur dit que la relation est finie. La relation est finie, mais la jeune femme donc dans la chaîne, des employés de la chaîne en profitent pour venir s'amouracher avec elle. Mais entre-temps, elle est en relation amoureuse avec Brian Fombor. Elle est en relation amoureuse avec Brian Fombor. L'assassinat de Brian Fombor fait qu'elle est convoquée pour une audition à la police judiciaire du centre. Ensuite, elle est placée en garde à vue. Donc, l'enquête piétine, la famille du jeune Brian Fombor est chassée par les enquêteurs. Parce que ceux-ci ne veulent pas parler, ils savent que cette affaire concerne les pontes du régime. L'enquête a des risques d'être classée sans suite. Parce que, évidemment, ça touche déjà beaucoup de gens. Mais ce que les enquêteurs de la police judiciaire ne savaient pas, c'était que même la mère du jeune Brian Fombor aussi avait des relations. Parce qu'au Cameroun, tout se fait avec les relations. Comme Ivana était la fille de quelqu'un de connu et qui sortait avec les grandes personnes, on avait peur de faire avancer l'affaire.
on a fait piétiner l'enquête en se disant que, ah, comme c'est une pauvre famille, ils vont laisser. Malheureusement pour eux, même la mère du petit Brian aussi, elle avait ses relations dans les grands cercles. Donc, la relation qu'elle a, c'est que elle est une amie intime depuis plus de 20 ans à la petite sœur de la momie. Elle est l'amie intime à la petite sœur de la momie, de la photo qui gouverne. Et cette petite sœur-là considérait Brian comme un de ses fils. D'ailleurs, il y avait même plein de cadeaux, plein de trucs, comme deux familles amies, quoi, comme deux familles très proches. Donc, Brian était proche d'une certaine façon à la photo qui gouverne. En plus, Brian était l'un des petits de Ghislaine Guéhou. Ghislaine Guéhou, c'est l'ami intime de Franck Biya. Il est aussi l'ami de Serge Akounou, le fils de Mendoza qui avait fait la prison pour Franck Biya. Donc vous voyez le cercle. Regardez un peu le cercle. Hein. Le petit là, il est ami avec les enfants de la photo qui gouverne. Et il est aussi l'ami d'Alamine Ousmane May. Donc c'était un petit qui avait aussi ses entrées. Dès que la famille de Brian Fombo met aussi ses relations en jeu, l'affaire devient compliquée. L'affaire devient compliquée. Le délégué général à la Sûreté nationale, le père de la police, Martin Bagagele, et le procureur Ndi sont nommés pour clarifier l'assassinat. Voilà, alors que la mère, là, elle a fait jouer ses relations. Maintenant, c'est les cancans personnes qui entrent dans le dossier. Le père de la police et le procureur entrent dans le dossier. Ça chauffe. Ça chauffe au commissariat. Ceux-là estiment que les résultats de l'enquête ont été bâclés et les instructions viennent de la présidente de la République. Ils doivent s'exécuter. Hey! Ndambade Fosenta. La mater a dit que la mort de son fils ne passe pas comme ça. Elle-même met ses relations en jeu. Et ces relations, ça va jusqu'à la photo. Donc maintenant, là, les petites relations que Ivana avait avec les hommes-là, des hommes-là et tous les autres gens avec qui elle faisait les affaires, ils se voient menacés. Le procureur demande dans un premier temps de durcir les conditions de détention d'Ivana, dont les amis ont utilisé les relations pour tenter envers de la libérer. Parce qu'il faut dire, hein, Ivana apparemment ne dormait même pas en cellule. Elle partait souvent dormir à l'hôtel Montfébé et le matin elle revenait au commissariat. Donc elle bénéficiait d'une certaine liberté dans sa détention, dans sa mise dans sa garde à vue. Donc au lieu de dormir en cellule, les bons messieurs la laissaient aller à l'hôtel Montfébé, aller dormir là-bas et revenir le matin. Voilà, alors que quand la mater fait entrer les relations en jeu, on demande de durcir ces conditions de détention. Le commissaire Meva, qui déteste l'arrogance de Bruno Bidjan, on n'est pas surpris. Lucky Luke est toujours arrogant. Les deux ne s'aiment pas. Et Bidjan n'est plus au courant de ce qui se passe. Il faut souligner que quand le Zomlord des Zomlord a laissé Ivana, parce que la sœur de Ivana avait dit que c'est le tapé d'eau, c'est Lucky Luke qui a pointé sa tête pour récupérer Ivana. D'où sort Bruno Bidjan dans cette histoire? Lorsque Amougou Bellinga prend ses distances avec Ivana et Somba, sous la pression de la sœur de Ivana qui est Karine, la jeune dame éplorée tombe dans les bras de Lucky Luke, qui ne cache pas ses ambitions et se prévaut de sa proximité avec un puissant ministre de la République. Lucky Luke chante partout qu'il est proche d'un certain ministre de la République. Il dit qu'il n'était pas au courant que Ivana avait eu une affaire avec le Zomlord, donc il peut se lancer. Donc, les voilà donc dans cette amoura, dans cette histoire. Et donc, c'est pour ça que quand Ivana est arrêtée, Lucky Luke joue des pieds et des mains pour que l'affaire se tasse. Lucky Luke joue des pieds et des mains pour que Ivana profite des conditions carcérales, c'est-à-dire que des faveurs pendant qu'elle est enfermée. Après plusieurs visites en détention, il se décide de faire quelque chose. Au cours d'une de ses visites, il amène un téléphone à Ivana.
de marque iPhone avec lesquels il pourra échanger avec sa dulcinée. N'est-ce pas une belle preuve d'amour? Le problème, c'est qu'il ne sait pas que les instructions fermes ont été données pour que Ivana ne soit pas en mesure de communiquer avec le monde extérieur. Et c'est normal. Une enquête en cours sur un meurtre dont le témoin principal est en prison. On ne peut pas accepter qu'elle communique avec le monde extérieur. Voilà donc, on saisit le téléphone de Ivana et Bijang n'arrive plus à communiquer avec sa petite. Le voilà qui est dérangé. Alors, pour exprimer son courroux, il se précipite au commissariat, au poste de la DAPJ. Et il vient avec la voiture de Vision 1000 Collines. Il menace les commissaires. Il menace les commissaires. Voilà donc comment le gars a atterri dans cette affaire. Mais l'affaire est plus compliquée que ça. L'affaire, ce n'est pas seulement une affaire de Ivana, de Lucky Luke et de Brian Fombor. On va vous donner les dessous de cette affaire. Nous allons vous donner les dessous de l'affaire qui aujourd'hui amène cette chaîne à descendre dans l'abject. Oui, nous n'allons pas lâcher le morceau. Nous n'allons pas lâcher le morceau. Nous allons demander justice pour Brian. Nous allons demander que Canal+ chasse cette chaîne mécréante de leur bouquet qui salit l'image, qui salit même l'éthique de déontologie du journalisme. Ce n'est pas possible qu'ils acceptent que de tels reportages soient passés dans une chaîne qui appartient à leur bouquet. Ce n'est pas normal. Nous n'allons pas lâcher le morceau. Donc, voici donc la véritable cause de la mort. Voici la véritable cause de la mort de Bruno Bijang. Et ça, c'est bon, voilà, c'est entre autres, hein, vous allez écouter, c'est juste une amie de leur cercle qui fait une petite analyse. Retenez aussi, entre autres, que Brian Fombor meurt, il est assassiné dans la rue. Comme son ami l'a dit dans le reportage, dans son témoignage tout à l'heure, ses bijoux étaient sur lui. Son porte-monnaie était sur lui. Mais ils ont pris son téléphone. Et pendant qu'il était mort, quelqu'un répondait à ses messages WhatsApp et bloquait les gens. Qui a pris le téléphone de Brian Fombor? Où est le téléphone de Brian Fombor? Vidéo de... En fait, le gars avait surpris les vidéos de... Et en fait, il sortait effectivement, Fombor sortait effectivement avec Ivana. Et maintenant, comme c'était sa go, il a donc pris le téléphone, c'est parce qu'il voulait faire. Il a supprimé les vidéos de Ivana en partouze avec Lupo Moutassé et Amougou Belinga. Excusez-moi, il doit parler doucement parce que je savais déjà important, c'est là où le fax sort. Donc maintenant alors... Il a commencé à faire le chantage à Amougou Belinga. Que si tu ne me donnes pas les dons, je vais publier. Amougou Belinga lui a d'abord donné 50 millions. Donc toute la vie qu'il vivait là, ces jours-ci là. C'était ça. Donc, maintenant, donc, il faisait que dès qu'il est un peu foiré, il peut faire un petit chantage, on lui donne l'argent. Dès qu'il est foiré, il peut faire un petit chantage, on lui donne l'argent. C'est donc là où Amougou Belinga a dit à l'autre, c'est à Ivana, que si tu ne le livres pas, parce que c'est dans ton téléphone qu'il a pris les vidéos, soit c'est toi, soit c'est lui. Et maintenant, sauf que Ernest Obama, le journaliste de Vision 4 qui va en prison là, était en partenariat avec Fombor. Il était en partenariat avec Fombor. Donc du coup, quand Fombor est mort, Amougou Belinga a voulu publier, a voulu menacer Ernest Obama. Ernest Obama lui a dit que si je tente, je t'affiche, si je tente de dire que tu me jettes en prison, j'ai tes vidéos, je vais balancer. C'est donc ça, comme ça que vous voyez que Ernest a en train de descendre comme ça en prison parce que Amougou a dit que je vais te montrer donc que tu ne peux pas me faire le chantage. Tu as vu que l'autre est à mort. Donc c'est ça. Et que dans la voiture de Fombor là, Ivana lui a remis l'argent.
c'était un dernier paiement qu'il avait encore demandé, c'était 25 millions. Donc c'est ça qui en fait qu'il allait chercher chez Ivana. Et c'est là où on l'a tué. Voilà, dans le fax. Maintenant, je comprends pourquoi le deuil est en train de finir comme ça et que ses amis là, ils connaissent. Donc le bête qui faisait que je suis pour Fombo là, ils connaissaient dans la vérité. Voilà, dans le problème. Voilà, ça c'est... Je ne peux pas certifier de la véracité de cela, mais c'est aussi quelqu'un qui était dans le cercle des jeunes personnes et qui a entendu les on-dit et sa version corrobore les dits de plusieurs autres personnes. Je ne suis pas l'auteur de ceci, c'est disponible en ligne depuis 1 an au moins, où les langues se sont élevées pour dire que, en fait, le jeune Fombo avait vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir dans le téléphone de sa copine. Et c'est donc pour cela qu'il a été tué, parce qu'il connaissait des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Entre-temps, vous avez donc vu, et après ça, hein, vous avez vu comment les problèmes ont commencé dans la chaîne de télévision Mille Collines. Comment Ernest Bamanama avait été enfermé, et ainsi de suite. Les problèmes qui s'en sont découlés, la déchéance des hommes là. C'est-à-dire, c'est à partir de la mort de ce jeune homme que tous ces problèmes ont commencé. C'est à partir de la mort du jeune Brian que la déchéance de cette chaîne a commencé. Et l'histoire n'a pas encore fini de révéler tous ses contours. Parce qu'il y a plein de choses dans cette histoire que les Camerounais doivent savoir, que la justice doit savoir, pour que l'âme de cet enfant qui a été massacré sauvagement, de façon aussi brutale, puisse enfin reposer en paix. Ce que cette dame dit dans ce reportage est assez pertinent parce que la réaction de cette jeune femme, Ivana, au lendemain de la mort de Brian avait stupéfié tout le monde, avait glacé le dos à tout le monde. C'est-à-dire une femme qui vient de vivre une scène aussi violente où l'homme avec lequel elle sort, qu'elle est censée aimer, a été violemment attaqué. Déjà, je ne comprends pas qu'une femme, ton homme est attaqué et tu ne fais rien. Tu es assise à côté, tu dis qu'on t'a arraché un petit ongle. Ton homme, une femme, ton homme est attaqué. Tu te couches sur lui, on va te tuer d'abord avant de le tuer. Mais elle n'a rien subi. Elle vous dit que même une égratignure, elle n'a eu qu'un ongle, un petit ongle cassé. Et que son téléphone, elle a encore avec elle. Par contre, le téléphone de son gars a disparu. Ça corrobore les dires de cette femme. Parce que lorsque vous regardez, attendez, je vais vous montrer la réaction de cette fille le lendemain de la mort. Parce qu'elle devait être traumatisée. Elle devait être dans tous ses états. Quand quelqu'un a subi un traumatisme aussi important, il ne peut pas venir se mettre en live, à tout maquiller et tout. Commencer à dire aux gens que non, vraiment, voici ce qui s'est passé et tout. Et que moi, je n'ai eu qu'un petit ongle, ne vous alarmez pas, je vais bien. Écoutez, hein. Regardez bien. Bonjour à tous. Je suppose que c'est pas la grande forme pour tout le monde. On m'envoie des notes. Ça, c'est le lendemain, hein. C'est bidon. Donc, beaucoup de gens disent qu'ils attendent, machin, truc, mon explication, mais lui comprend mon émotion. Je suis sous le choc. Je suis choquée. Je suis pratiquement... Ça, c'est le visage de quelqu'un qui est choqué. Mais je vous rassure, je vais bien physiquement. On ne m'a pas déshabillée, on ne m'a pas dit tout ce qu'on fait dans la on ne m'a pas fait tout ce qu'on dit dans la vidéo. Mais ils m'ont agressée. Ils ont voulu prendre mon téléphone. Je me suis débattue comme j'ai pu. Ils n'ont pas pu. J'ai gardé tous mes bijoux. En fait, ils n'ont rien pris sur moi. Ils n'ont rien pris. Ils m'ont juste cassé un ongle comme vous voyez. Et sans plus. Donc voilà, quand j'aurai un peu de temps, je ferai une autre vocale pour vous dire ce qui s'est passé. Nous sommes tous conscients ici que c'est une grande perte pour tout le monde.
Parce que malgré le caractère qu'il avait, c'est quelqu'un qui était proche de beaucoup de personnes, qui aidait beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous devons tout simplement d'être solidaires, d'être soudés. Parce que nous perdons un être qui était cher. Nous avons perdu, un être qui était cher. Et nous devons d'être soudés au lieu de se tirer les uns sur les autres. Et que ça serve également de leçon à tout le reste, parce que ça peut arriver à tout le monde. Il y a quelques jours, on a perdu quelqu'un. Aujourd'hui encore, on perd quelqu'un. Je pense que nous devons quand même nous remettre en question. Et voilà, je vous souhaite bon courage à tous, parce que les statuts... Les qui doivent rester soudés. Elle dit qu'ils viennent de perdre quelqu'un. Voilà une femme qui vient de perdre l'homme avec qui elle sortait. Elle dit même pas une goutte de larmes. Elle pouvait même mettre le smonobisique aux yeux et venir se mettre devant les gens et montrer qu'elle est éplorée. Même pas une goutte. Même l'expression du visage montre qu'elle a dormi, elle est reposée. Elle n'a pas les traits tirés comme moi qui ai travaillé hier soir. Elle est nickel. Elle a mis le filtre. Elle a vécu une scène violente où on a planté un long couteau dans la poitrine de son homme. Elle a vu son corps étalé par terre avec le sang partout. Elle a vu convulser avant de mourir. Elle a vu courir ses assaillants, s'enfuir. Elle a vécu tout ça de ses propres yeux. Mais elle est nickel, elle est zen. Elle vous dit que ça doit servir de leçon à tout le monde. Elle dit que ça doit servir de leçon à tout le monde. Vous comprenez que la mort de ce garçon était programmée. La mort de ce garçon était programmée. Et quand il dit on doit rester soudés au lieu de se tirer les uns les autres, les qui devaient rester soudés, justement c'est Vision 4 qui devait rester soudés parce que Obamana s'est senti attaqué parce que son partenaire a été tué. Entre autres, de l'autre côté, vous avez Lucky Luke qui court derrière la femme et qui justement... C'était la débandade dans Vision 1000 collines. C'était la débandade. Quand vous voyez cette image, je ne sais pas ce qui a mené cette femme à aller se mettre dans les réseaux et parler ainsi. Mais elle a tout dévoilé. C'est 2 minutes. On dit au monde entier qu'elle n'est pas étrangère à cette histoire. Ah oui. Voilà donc c'est toujours la suite de cette histoire qui amène ces gens aujourd'hui à attaquer J-Point. Et je m'attends à être attaqué parce que j'en parle. Mais ce que je dis est disponible dans tous les réseaux sociaux. Je n'invente pas la roue, je n'invente rien. Ils pourront insulter autant de personnes qu'ils veulent, salir autant de personnes qu'ils veulent. La vérité reste que les faits sont palpables pour tout le monde. Brian Fombo a été tué derrière sa relation avec Ivana. Et Ivana faisait des choses pas claires avec les personnes à Vision 4 et les ministres de la République. C'est de ça qu'il est question. Et les mêmes noms reviennent, les mêmes noms, les mêmes gens reviennent. Écoutez ce qui s'est passé au commissariat de police lorsque la mère de Brian Fombo a saisi ses relations à la présidence et que maintenant le juge est entré, le procureur est entré en jeu. Écoutez ce qui s'est passé. Il y a eu une discussion à bâton rompu entre 2 commissaires dont l'un a été jeté en prison avec Bruno Bidjan. Oui, dans le cadre de cette affaire, on avait jeté Bruno Bidjan qui est venu donner un téléphone à sa compagne en garde à vue. Écoutez la discussion à bâton rompu. Et là, j'en profite parce que là, ce n'est que le début. Je vais revenir sur cette affaire en prenant un autre angle. L'angle de la tribu. Tous les protagonistes dans cette histoire sont d'une seule et même tribu.
Le procureur dit, le commissaire Meva, le commissaire Omba, Bruno Bidjan, Ivana Essomba, patati patata. Vous comprenez que le Cameroun est en fait dirigé par une secte, un groupe de personnes qui se livrent aux choses les plus inavouables. Voilà un fait divers qui le prouve à suffisance. Une affaire où la justice devait prendre son coup est influencée parce que tel a des relations avec tel ministre et tel autre fait entrer ses relations avec la présidence et c'est toujours les Bidjan et les Ndi, les Meva et les Omba qui se battent entre eux. Yemiawo Koson. Yemiawo Foson. Miawo Son. Et Tite Ballon et Bruno Bidjan. Ton petit reportage de merde que tu allais faire là. Ton petit reportage là, c'est ça qui va te coûter tout. J'ai dit que ce reportage va te finir. Tu n'as pas... Tu as commencé la guerre, non? Tu as commencé. Eh bien, tu vas la terminer. Vous allez la terminer. On ne va plus vous lâcher. Vous êtes au Cameroun, nous sommes en diaspora. Moi, ma Pisiki, vous allez aller dans mon village à Sangmelima. Dès que vous arrivez là-bas, la première chèvre que vous saluez va me livrer. Parce que je suis persona non grata là-bas. J'assume. Je dis, quand tu vas aller faire ton reportage dans le village de ma mère, la première chèvre que tu vas rencontrer va te dire des énormités de moi. Parce que je suis persona non grata pour mon combat. J'assume. Hoa. Tu vas aller leur donner 2-3 bières pour qu'ils racontent comment j'ai fait la bordellerie à quoi, j'ai fait la bordellerie à des deux. Ils vont inventer des choses, ils vont mettre. Après, tu vas mettre dans votre chaîne de merde là. Tu ne peux même pas tenter d'aller chez mes parents à l'ouest. Parce qu'à l'ouest, personne n'a faim. Personne n'a faim. Ils ont tous leurs petits moyens. Personne ne va me livrer pour une bouteille de bière. Tu as compris, non? Tu vas dans mon village à l'ouest. Rien que la maison que tu vas voir va te chasser. Petit merdeux là. Va à Sangmelima filmer. Va montrer, va raconter que... Tu vas aussi montrer la vieille paire de chaussures que j'avais abandonnée depuis 15 ans. Et j'avais promis que j'allais revenir. Parce que c'est tout ce que tu sais faire. Va montrer lui le Movat et ou c'est Topicri, ou c'est quoi que tu dis que j'ai utilisé pour m'éclaircir. Peut-être tu vas afficher mon string, le tout là. Tu vas dire que voilà le string qu'elle portait quand elle avait 15 ans. C'est encore ici. Tu vas montrer la petite chambre et tu vas dire que c'est ici qu'elle recevait les clients. Voilà tout ce qu'un journaliste peut faire. Donc, dans toute la République du Cameroun, tu n'as trouvé aucun problème pour reporter. Tu es parti dans un village, dis comment, oh, il avait dit que, oh, ta tante t'avait fait que voici même son oncle, voici, il nous avait promis que, oh, son, il y a un faux son. Il y a un faux son. Il y a un me bi. Ton pantalon là, on réduit d'abord le pantalon d'un homme normal avant de coudre ta part. On coupe la taille du pantalon d'un homme normal en 3 avant de trouver ta taille. Et c'est toi qui cherches les problèmes partout avec ta tête comme le plantain pilé. Ta tête comme le ntouba. J'ai dit que tu vas filmer les villages de tous les résistants. Je ne suis que la première. Hein. Après moi, là, il y a beaucoup qui vont faire la même chose que moi. Tu vas envoyer tes caméras dans tous les villages. Aller montrer comment on avait abandonné les maisons de nos parents. Aller montrer comment on avait promis qu'on allait construire. Je ne construis pas. Je n'investis pas au Cameroun. Woha! J'avais dit ça. Tant que Biya est au pouvoir, même 5 francs n'iront jamais dans votre pays. Si tu veux voir mes investissements, viens en Angleterre. Je vais te montrer. Mais tout ce que tu vas aller filmer là-bas, va même filmer. La maison de mes parents, elle est en carabote. Elle est déjà tombée. Va filmer. J'ai dit même 5, je ne mets pas au Cameroun. Tant que Biya est au pouvoir. Tu vas me faire quoi? Écoutez la bataille qu'il y a eu au poste de police. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais dis les instructions, c'est le gars qui donne les instructions. Madame, je suis encore voulu. Recevez les instructions. Vous mentionnez. Ne vendez pas cette vision avec les instructions. Je suis le chef.
Sur l'instruction du procureur, madame, recevez les instructions du chef de division. Je te dis que vous recevez les instructions du chef de division. L'instruction du procureur la République transmise par le commissaire. Je dis que vous recevez les instructions. Madame, écrivez. Ne faites pas tout rien. Vous n'écrivez rien. Recevez les instructions du chef de division. Prends le téléphone, reçois les instructions du chef de division. Appelle. Vous voulez écrire. Je dis vous n'écrivez rien. Recevez les instructions, vous n'écrivez rien. Recevez les instructions. Vous n'écrivez rien. C'est le chef de division qui gère ce service. C'est pas moi. C'est pas le chef que le procureur. Si le chef de division dit exécuter, on exécute. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est la guerre entre Meva et Ongba au poste de police. C'est clair. C'est comme ça. Je ne sais pas. C'est lui qui parle d'instructions. Mais c'est vous qui dites que je n'ai pas qualité. C'est vous qui dites que je n'ai pas qualité. C'est le chef de. C'est vous qui dites que je n'ai pas qualité. C'est le centre qui donne les instructions dans ce poste de police. Ce n'est pas Mova, le Vincent Le Paul, commissaire de police, qui donne les instructions. Il a beau être à côté de les gens ou le cousin appelé. Il attend les instructions du chef de division. C'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas qu'on vous compte. On ne doit pas vous mentir. Mais va. On est tous à l'école ensemble. Donc, tu as fait la même école que moi, en dehors de l'école de police. Non, tu as fait la même école que moi, en dehors de l'école de police. Tu as fait la même école que moi, en dehors de l'école de police. Les vos histoires que vous racontez, ce n'est pas le quartier. Je ne fais pas le quartier, monsieur. Merci, monsieur. Oui, moi je vous dis. Mais ici, c'est la DRPJ du centre. Nous avons libéré les emprises, la situation. On a un chef qui donne les instructions. Vous comprenez donc que malgré votre école, vous ne connaissez rien. Oui. Tu diras à l'évêque général que moi, en bas, j'ai dit que ce n'est pas toi qui donne les instructions. Comme tu vas venir lui dire. Oui. Est-ce que tu veux envoyer un message? Ce n'est pas toi qui donne les instructions. Vous ne voulez pas écrire? Vous ne voulez pas écrire? Hein? Vous ne voulez pas écrire? Mais voilà, moi j'ai qu'on n'écrit pas. Donc la bataille comme ça se passe entre le commissaire Meva et le commissaire Ongba. Meva, c'est celui-là qui a été instruit par la présidence de la République, par Martin Bangangele, pour vérifier cette affaire. Et Ongba, c'est celui qui avait été corrompu par Bruno Bidjang pour que sa femme bénéficie des conditions favorables pendant sa détention. Donc Bruno Bidjang ne savait plus ce qui se passait dans l'affaire parce que le commissaire Meva avait pris l'affaire en main. Et il avait demandé qu'on arrache le téléphone de Ivana. Donc, l'affaire Fombo-Ivana n'a pas fini de révéler ses secrets. Lorsque la présidence de la République instruit le Martin Bangangele de clarifier le décès du jeune Fombo, Martin Bangangele va confier l'affaire au commissaire Meva, Vincent De Paul, qui est chargé d'études assistant au cabinet de Martin Bangangele. Ivana Essomba est à la DRPJ. Elle n'est pas en cellule. Hein? D'ailleurs, le procureur a informé qu'elle dort parfois chez elle. Parfois, elle dort au Mont Fébé. Avant de revenir au commissariat le matin. Or, Ivana a confié aux enquêteurs qu'elle échangeait souvent avec Fombo. Donc, on a besoin de son téléphone pour besoin d'enquête. On saisit son téléphone, mais elle est en communication avec le monde extérieur. Ce jour, Bruno Bidjang est venu offrir un téléphone à Ivana. Et le commissaire Meva, elle l'a sur place ce jour-là. Il surprend Ivana en conversation et demande qu'elle soit jetée en cellule. Ivana lui dit qu'elle a un certificat médical. Meva décide de saisir ses téléphones. Alors, le commissaire Ongba, qui est de mèche avec Bruno Bidjang, entre dans la dispute et commence donc à s'engueuler avec le commissaire Meva, comme vous avez entendu là. Quand Meva s'en va, il appelle le procureur. Et il lui explique que Bruno Bidjang est venu donner un téléphone à Ivana. Ongba s'oppose à leur mise en cellule. Le procureur demande à Meva de rentrer à la direction
régionale de la police judiciaire est de jeter Bruno Bidjan et le commissaire Omba en cellule. Donc c'est ainsi que DiCaprio, alias Bruno Bidjan, passera 3 semaines en détention à la police judiciaire avant de retrouver la liberté. Tout comme le commissaire Omba, qui sera également jeté en cellule, accusé de mauvaise gestion de ce dossier. Donc, voilà donc comme ça les affaires du pays où chacun fait entrer de ses relations. Bruno Bidjan, qui a des relations avec un certain ministre de la République, dont le nom est sorti dans ce dossier, fait jouer ses relations. La mère de Petit Fombo dit que moi aussi j'ai les relations. Allez, pop, elle frappe fort. Bagarre au commissariat, relation contre relation. Relation contre relation. Bruno Bidjan a lu l'heure. Il a lu l'heure en cellule pendant 3 semaines. Mais en fait, ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que, au final, tellement cette histoire touchait déjà l'entourage le plus proche du gouvernement, qu'on a préféré la taire et la tasser. Mais nous réclamons justice pour Brian Fombo. Justice doit être rendue pour ce garçon qui n'a commis aucun autre péché que d'aimer une femme qui a ouvert son intimité à tous les dirigeants du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Le grand frère Patrice Nouma a une très belle interprétation de cette histoire. Hein. Écoutez un peu ce que le grand frère Patrice Nouma dit là-dessus. Ça nous fait plaisir. Non, monsieur, nous prions, nous parlons. Et Dieu va agir. Oh là. Je tenais à vous le dire. Vous, parents, ce système-là est à la fin. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Nous nous battons pour que ça change. Et ça va vraiment changer. Avec l'amour que vous nous apportez au quotidien, les prières que vous faites pour nous, on a décidé de se sacrifier pour vous. Et c'est grâce à ça que nous y arriverons avec la bénédiction de Dieu. I love you. Oh là. Alors. Qui est Bruno Bidjan? Je ne veux pas vous parler de sa vie privée. Je vais vous parler de ce qui nous est public. Parce que la vie privée ne m'intéresse pas. Parce qu'à la fin de chaque publication, je veux que chacun d'entre vous, je souhaite en tout cas que chacun retienne quelque chose de ce qu'il faut faire pour notre société et de ce qu'il ne faut pas faire sans toutefois être un exemple. Ne faites pas ce que j'ai fait de mal dans la vie. Inspirez-vous du bien que j'ai pu faire en passant. Le frère Bruno Bidjan est un journaliste de Vision 4, d'après ce qu'on nous dit. Celui qu'on appelle Franck Hubert Ateba, je ne le connais pas non plus, c'est un Camerounais, un homme politique, un homme d'affaires, il est Camerounais. C'est lui que vous avez entendu dire l'autre jour qu'il a été empoisonné par Louis-Paul Motazi. Alors le SOS Cameroun Solidarité, par ma voix, a décidé, s'est proposé de prendre en charge son évacuation et tout ce qui accompagne une évacuation. Alors, j'arrête ici. Hein. Vous voyez que chaque fois que le nom de ce ministre est prononcé, qui réagit? Bruno Bidjan. Dès que ce ministre est touché dans une histoire, qui réagit? Bruno Bidjan. Allez savoir quelle est la relation entre Bruno Bidjan, Ivana et ce ministre. Pourquoi? Parce que même quand vous avez tué quelqu'un ici aux États-Unis, vous avez droit à un médecin. Vous avez droit à un avocat, ou si vous n'avez pas un, l'État vous donne un avocat. Je ne suis pas juge, je suis là pour tendre la main à quelqu'un qui est en train de mourir. Maintenant, c'est à la justice de définir qui l'a empoisonné, qui a fait quoi, qu'est-ce que lui-même il a fait aux autres ou qui n'a pas fait. Ça ne me regarde pas. La justice, si elle était normale au Cameroun, devrait s'en occuper. On a donc pris cette responsabilité-là. À partir de là, cette page-là se tourne et attend. Donc je ne peux rien faire confirmant ce qui concerne ces déclarations
ceux qui l'ont empoisonné, il est responsable, il connaît ce qui s'est passé entre eux, ils se connaissent. Mais j'ai seulement dit qu'il ne faut pas restreindre la liste. Il faut aussi regarder de l'autre côté les gens avec lesquels vous avez travaillé à la présidence. Est-ce que vos rapports étaient bien à la présidence? Est-ce que les informations que vous donniez étaient des informations crédibles? Est-ce que quelqu'un s'est senti que bon, vous en savez déjà trop et il a décidé d'en finir avec vous? Il y a plusieurs paramètres. Alors en citant une seule personne, vous, si vous avez une bonne justice, vous limitez là l'action des enquêteurs, des gens qui vont faire le travail. Vous les empêchez d'aller un peu plus loin et vous limitez. Parce que vous vous concentrez sur une seule personne, bien sur 3 ou 4. Non, c'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui ont fait ça. Peut-être c'est vrai, je ne sais pas. Je pose une question comme ça, en tant qu'un enquêteur ancien, que voilà, il faut regarder là où on a cogné son pied avant d'observer, de faire le constat de là où on est tombé. C'est toujours très très important à savoir. Donc, alors, Bruno Bidjan, je viens de vous faire son introduction. Je ne veux pas entrer dans les vies privées pour le moment. Je m'en tiens à ce qui concerne ce qui nous a été présenté là, présentement, là, sur place. Alors, ce qui m'intéresse dans ce que M. Bruno Bidjan a fait, avant donc de continuer, je vais partager avec vous la lecture de ce que M. Bruno Bidjan a fait ici. Il dit... excusez-moi, j'aime bien mes lunettes là. Alors, Bruno Bidjan qui écrit, il dit, Franck Hubert Ateba, arrête de saboter Lupaul Motazé. Il ne te connaît même pas. Ça, c'est un journaliste qui parle. Il y a un journaliste qui parle. Il dit que Lupaul Motazé ne te connaît pas, donc arrête de le saboter. J'ai fait ce texte parce que je suis outré par les propos d'un Camerounais pour qui j'avais un énorme respect. Mais en réalité, il n'est qu'un hypocrite, il juge, à la recherche d'un strapontin, il juge, et prêt à tout pour l'obtenir. Je ne suis pas un adepte de la délation, de ce qu'il est exactement, mais à un moment, il faut sortir du silence pour établir la vérité. Il n'a jamais été silencieux parce que c'est des gens qui bavardent beaucoup à leurs histoires qui s'appellent leur télévision là. Il revient donc à la ligne. Franck Hubert Ateba, en octobre 2020, je te recevais dans une émission quotidienne que je présentais sur Vision 4. Là je prononce parce que c'est écrit, c'est pour ça que je prononce ce nom, entre parenthèses, entretien. Au lendemain de notre émission, tu me saisis pour demander si j'avais un contact direct avec l'actuel ministre des Finances, Lupaul Motazé. Point. Car tu voulais lui faire part de supposées informations glanées grâce à ta supposée proximité avec la famille présidentielle. Dans cette conversation que j'ai tenue à rendre publique, tu ajoutes conversation privée qu'il a tenu à rendre public. Oh Dieu. Tu ajoutes que ce sera également une bonne occasion pour toi de lui parler de quelques affaires qui nécessitaient sa signature. Sans même vouloir savoir de quoi il s'agissait, je t'ai promis voir cela avec l'entourage du Minfi. On est là dans l'entre-gens. Car ce ne sont pas des prostituées qui font l'entre-gens, ce sont des journalistes porteurs de nouvelles. On n'est plus dans le sens de l'information au public, bien du whatever. Chose qui sera faite, et je vous laisse lire la suite de nos échanges à travers ces captures. Il publie donc les captures de conversations avec Franck Hubert Ateba. Au nom de quoi, quelques mois plus tard, parce que le ministre des Finances a refusé de te recevoir, car jugeant sans objet le but de ton rendez-vous, tu orchestres une campagne de diabolisation contre sa personne. Quel contact as-tu avec ce dernier au point où, dans tes élucubrations fantasmagoriques, tu déclares que le Minfi t'aurait empoisonné au point
de demander une évacuation sanitaire. Question. Mon très cher Franck Hubert Ateba, il faut sécher avant de fumer. C'est hyper important pour ta santé mentale. Écoutez comment un journaliste parle à un citoyen dans une lettre ouverte. Hein. Il faut fumer avant de sécher. Je me demande bien où cet énergumène, cet individu, a appris à faire son journalisme. Journalisme de poubelle, de quartier. C'est plutôt un animateur qu'un journaliste, parce que je ne vois pas quelqu'un qui a fait des années d'études à l'université pour apprendre le journalisme, dans lequel on apprend la déontologie du métier, pourrait s'exprimer ainsi. Ce n'est qu'une racaille, une ordure, un moins que rien. Alors, nous savons très bien ce qui se passe. Ta bande et toi, vous n'aurez jamais la tête de Luc-Paul Moutazé, défenseur de Luc-Paul Moutazé, ce qui parle. Vous n'aurez jamais la tête de Luc-Paul Moutazé, car son travail et sa fidélité vis-à-vis du chef de l'État sont à son actif. Cherchez encore et encore des stratagèmes pour le déstabiliser. Vous n'aurez rien. Donc, au Cameroun, il suffit d'être fidèle au chef de l'État pour garder son poste ministériel. C'est de ça qu'il est question, c'est ce qu'il est en train de dire. Puisque ce ministre en question, dit-il, est fidèle au chef de l'État, on ne peut rien contre lui. Il peut empoisonner des gens, il peut envoyer assassiner des gens, on ne peut rien contre lui parce qu'il est fidèle au chef de l'État. Eh bien, ce Cameroun va changer, que vous le vouliez ou pas. Et quand il va changer, vous serez obligés de fuir comme des rats. Et comme tu as dit, dans ton état de santé, ton état de santé ne te permet pas de vivre plus de 48 heures. Je préfère te rappeler que tu restes 24 heures. Bruno Bidjan. Ok. C'est cette correspondance qui m'amène à échanger avec vous. Excusez-moi. Cette correspondance qui m'amène à échanger avec vous. Ce monsieur-là qui parle est accusé d'appartenir à une histoire de crime au Cameroun. Une affaire criminelle qui a coûté la vie à un jeune Fambor à Yaoundé. Ce monsieur est impliqué d'une façon directe ou indirecte, mais il est impliqué. Il est en liberté. Pour quelle raison, je n'en sais trop rien. La femme soi-disant qu'il a épousée sortait avec le jeune Fambor qui a été assassiné. La même femme sortait également avec le patron de ce monsieur qui parle là, qui s'appelle Amourou Belinga. Nous savons très bien que ce qui s'appelle mariage là, dont je ne veux pas en venir, c'est une couverture pour tenir cette femme-là, pour qu'elle ne bavarde pas. Parce qu'elle connaît. Parce que c'est eux, là, elle, lui et l'autre, leur patron, qui ont assassiné Fambor. Le monsieur qui parle là. Lui qui vient parler maintenant, donner des leçons à quelqu'un d'autre, il ne se pose pas la question, quelle est ma véritable position là où je suis, lui qui parle. Concerné dans une affaire criminelle au Cameroun, et il vient parler publiquement. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que cette question-là habite mon esprit? Pourquoi est-il en liberté? Ce type qui parle. Pourquoi ce type est en liberté? Quand je vous pose cette question, c'est parce que j'ai aussi la réponse. Ce monsieur est en liberté parce que le pays est géré par le manque de justice sociale. Il est géré par le code sexuel des pratiques déviationnistes. Le Cameroun est géré par des réseaux de qui connaît qui fait quoi avec qui. Le Cameroun est géré par des menteurs, des manipulateurs. Je vais un peu arrêter le grand frère ici. Il a tout à fait raison. Le Cameroun, et même Zogola dit l'autre jour, que le Cameroun est géré par des réseaux de pratiques abominables, d'abomination. On vous a parlé de partous. Évidemment, c'est ce qui se passe au Cameroun. Ces gens de la classe dirigeante se livrent à des pratiques inavouables,
des pratiques sataniques, sorcières, et ils se tiennent les uns les autres avec ça. Et on sait très bien que M. Amougou Bellinga est champion des chantages. C'est quelqu'un qui enregistre toutes les pentes du régime. Il a tous les voices et toutes les vidéos. C'est pour ça qu'il est intouchable. Il se livre à des pratiques non avouées avec eux et il les tient en otage avec ça. Raison pour laquelle l'enquête a piétiné et ne peut être achevée parce que ces gens fonctionnent dans des cercles ésotériques, des cercles de pratiques sataniques, des cercles de pratiques mystiques, des cercles de pratiques sexuelles qui ne sont même pas avouables. Cette chaîne de télévision dont on parle en est l'exemple, où une seule femme a couché avec au moins 4 ou 5 personnes dans la même chaîne et se retrouve dans les histoires avec les ministres et tout ça, prouve à suffisance que des choses ignobles se passent au Cameroun et ils sont tous mélangés là-dedans. Quand ce Cameroun sera libéré, les histoires qui vont nous parvenir seront effroyables. Ça, je peux vous le dire. Quand ce Cameroun sera libéré, lorsque les langues vont se délier, les histoires qui vont sortir de là seront effroyables. Et on doit démanteler ce cartel. Des agitateurs. Le Cameroun est géré par des traîtres. Le Cameroun est géré par tout, sauf ce qui nous permet de vivre ensemble, la justice sociale. Si ce pays avait été géré en tant soit peu par une justice sociale, posée sur les bases d'une justice sociale, une vraie justice sociale, posée sur nos valeurs traditionnelles, culturelles, éducationnelles, Bruno Bidjang serait en ce moment où je vous parle en prison. Sa femme également en prison. En prison. Zomloa en prison. En prison. Toute cette bande-là serait en prison. En prison. Ces gens que vous êtes en train de voir là, tous en prison. Et il s'assoit aujourd'hui, il vient nous dire que Franck Hubert, accuse, à tort ou à raison, Léopold Motazé. Où est le problème de ce monsieur? Où est son problème dans cette affaire? Bonne question. Franck Hubert, que je n'aime pas particulièrement, accuse Motazé. Le problème de Bruno Bidjang, là-dedans, c'est quoi? Par 12 heures. Où a-t-il mis la déontologie journalistique? Justement, ça démontre à quel point la fonction, le métier ou fonction de journaliste au Cameroun, à quoi ça ressemble? De quoi se mêle-t-il? Alors, les comportements comme ça, vous vous poserez beaucoup de questions. Mais on les trouve partout, dans tous les domaines au Cameroun. Ce que ce monsieur fait là, c'est un business qui conduit au crime, puisqu'ils en ont tué quelqu'un. Ils ont tué une personne. Alors vous allez trouver des personnes comme ça, même dans la corporation. Des avocats. Vous prenez un avocat pour vous défendre. Il prend des informations chez vous, à la défense, pour donner au plaignant. Contre un peu d'argent, contre un chantage, contre tout ce que vous pouvez imaginer. Vous croyez que c'est seulement chez les avocats que vous trouverez ça, ou chez les journalistes? Non, vous trouvez aussi ça chez les médecins, dans les hôpitaux. Hôpital central, vous trouverez celui qu'on appelle là-bas Joseph Fouda, le directeur. On tue là-bas pour des choses comme ça. On rend service aux hommes politiques en tuant des opposants, en empoisonnant des opposants à l'hôpital, en les injectant l'eau des cadavres que les Bassa appellent le malep mambi. Ou autre chose. Vous mourrez. Des comportements comme ça. Alors, je vous parle de... Il a tout à fait raison, hein, ça nous renvoie à la mort de Maître Swap. Maître Swap, un adversaire politique qui avait juste eu un accident où le bras était cassé. Et puis le lendemain, on nous dit qu'il est mort. Allez savoir. Atchal Ateba Yene, assassiné. Allez savoir. Aujourd'hui, pour vous dire que tous ces gens que vous voyez là, qui parlent comme ça, finiront par payer. Ce n'est pas sorcier. Il n'y a pas deux
solution. Il faut tout simplement avoir de la patience comme je l'ai eu depuis des décennies, tout en travaillant. C'est-à-dire, la patience que j'ai eue, c'est une patience qui s'est faite dans la douleur. C'est-à-dire, c'est la patience que les femmes, les mères d'enfants ont. C'est-à-dire, quand un enfant, un bébé pleure dans tes oreilles, et c'est un enfant qui ne parle pas, il ne peut pas te dire s'il a mal à la plante du pied, il a mal à la tête, aux yeux, il a mal au ventre, il a mal aux dents, c'est les dents qui poussent. Tu ne sais pas. Mais ça crie. Tu donnes le sein, rien. Tu donnes le biberon, rien. Tu laves, rien. Tu portes, rien. Il faut avoir cette patience d'une femme, entendre ces cris-là, tout en faisant des efforts pour comprendre ce qui ne va pas. C'est cette patience-là qui m'a amené jusqu'aujourd'hui là où je suis. Il faut avoir cette patience de Dieu. Parce que toutes les bénédictions que nous demandons à Dieu ne viendront pas toujours quand nous attendons et ne viendront jamais dans le paquet que nous espérons. On ne sait pas. Donc tous ces gens que vous voyez s'agiter là finiront par payer le mal qu'ils ont fait aux Camerounais. Mais je peux vous raconter ici, et je peux vous le dire avec certitude, que la mort de Fombor, non, ne restera pas impunie. Ils vont payer, où qu'ils soient, ils iront en prison. La mort de Marquise, Alam, Marquise et Boutou, assassinés par le petit frère du DCC, ne restera pas impunie. Jamais de la vie. La mort de Jean-Marie Benoît Bala ne restera jamais impunie. La mort de Bibi Ngota ne restera pas impunie. La mort de Charles Atebeyeni ne restera pas impunie. La mort de Jules Komkom ne restera pas impunie. La mort de Nambele Zibi ne restera pas impunie. Alors, la sortie de ce jeune garçon, et les autres, hein, bien entendu, la sortie de ce jeune garçon-là, vous dites donc comment est-ce que ce gouvernement-là fonctionne. Voilà un monsieur qui est accusé d'avoir contribué à un crime. Ce n'est pas le droit qui parle à ce moment-là. Non, c'est l'intervention. Le cabinet civil a dit que Laurent Esso a dit, le sous-préfet a dit, le gouverneur a dit, les seules personnes qui n'ont pas parole et qui devraient avoir parole, la famille des victimes, c'est Fombor qui est dans la tombe, dont personne ne parle à son nom. Toute personne qui aurait contribué à ce crime-là, non, ils sont des interventions sur terre. Laurent Esso a dit que Mbondo Ayoro a dit que non, l'autre ne part pas en prison. La fille, on l'a interpellée, on l'a sortie subitement, elle s'est mariée. Elle continue leur vie normale. La seule personne qui souffre, c'est la maman de Fombor. My dear brothers and sisters, I just want you to listen to me today very carefully. One more time. Vous allez payer pour cela. Whatever is going to happen, now or late, you're going to pay for it. Il n'y aura aucun médicament autre. Vous aurez 3 choix. Fuir le Cameroun, plongeant dans la laitier ou l'oignon, dans le Vouri, pour sortir au Nigeria, au Gabon, whatever. Ou alors aller en prison ou mourir avant le temps. Il n'y aura rien d'autre au courant de ces 3 propositions-là. Rien. Vous pouvez retarder aussi longtemps que Laurent Esso est là. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Faites comme bon vous semble. Pour le moment, on vous dit le Cameroun c'est pour vous. Non, le Cameroun n'est pas pour vous les gars. Voilà celui qui a tué Moussa Emmanuel. Blaise Fouman Akam. Il y a 3 ans, je vous parlais toujours. Voici des gens qui ont tué Fouman Akam. J'ai encore qui ont tué Emmanuel Moussa. J'ai encore les vidéos de ce monsieur agonisant. J'ai ces vidéos cadavres. J'ai ces vidéos dans le cercueil. J'ai ces vidéos morts. Tué par sa femme avec Blaise Fouman Akam, le fils de Fouman Akam, qui est lui-même mort 2 mois après.
C'est comme ça la justice de Dieu. Donc toute personne qui prend plaisir à dire je suis du sud, je suis du centre, je suis bêtis, je suis dans le club des bêtisiers, je peux tuer ma femme, je peux amener ma femme à dormir par terre. Non, elle doit dormir au sol, elle doit être esclave, elle fait ce que je veux. Et sinon, je dis voilà, abandon de foyer, ou avoir ceci. C'est-à-dire, je peux mettre n'importe qui en prison, je peux tuer, je peux enlever n'importe qui au travail, je peux humilier, je peux assassiner, je peux arracher le terrain, parce que vous êtes aux affaires. C'est bien. Mais vous avez oublié une chose. Il y a une phrase, qu'on utilise tous les jours. Chaque chose a un temps. Tout finit par finir. Nous sommes dans la loi de la finitude. Je vous le dis tout naturellement. Qui eût cru qu'à l'heure où je vous parle là, Monsieur Biya pouvait être porté disparu? Un compatriote s'amusait à me faire comprendre l'autre jour que Patrice Nouma, vraiment mon frère, je suis allé, j'ai essayé de plonger mon esprit à la recherche des morts. J'ai interrogé Satan. S'il a vu Biya en enfer, il me dit Biya n'est pas en enfer. Pour le moment, il n'est pas encore arrivé, peut-être il est en chemin. Je suis revenu en surface, je recherche ici. Biya n'est pas parmi les vivants. Biya est où? Me poser la question, un jeune compatriote. Et cette question-là peut être comme ça, ponctuée d'ironie. Mais qui eût cru que M. Biya pouvait être porté disparu? Ou alors pouvait sortir comme ça, quand on vous sort M. Biya sans dents. Il y a des dents qui manquent. Non, Biya, les dents manquent. Même ma grand-mère, on a mis quand même une hypothèse. Au 7 ans, on met quand même, on dit voilà, non, fais ça. Non, les dents tombent, on le présente Biya, parce qu'on veut commenter. Où est-il passé? Qui eût cru que ça pouvait arriver à ce niveau-là? Qu'on n'entende pas que voilà, il est sorti pour une visite, il est en Suisse, il est intercontinental, il est revenu, il est machin, tout et tout ça, il est revenu. C'est-à-dire que les femmes sont en bordure de route. Oh, Biya, ayop, ayop, ayop. On chante, on secoue les machins. Qui eût cru que ça pouvait arriver comme ça? Biya disparaît. Au point pour soulever les mains, c'est sa femme. Pour marcher, on tient. Ce n'est pas une moquerie, c'est pour vous faire comprendre que nous passerons tous par là. Mais à quel prix? Mourons regrettés. Il faut que quand tu pars, un jour vous dites, oh là là, qu'est-ce que ce monsieur-là était? Regardez comment on pleure en bas, en Côte d'Ivoire. Regardez comment les enfants ont pleuré à Tébé-Yéné, au Cameroun. Faites l'exemple avec le jour où on vous dira officiellement que physiquement, il ne vit plus. Parce qu'aujourd'hui, M. Biya est mort intellectuellement, socialement, politiquement. Ça, si je vous le confirme, il est mort. Mais physiquement, c'est Dieu qui décidera. Et l'annonce se fera par quelqu'un d'entre eux, là-bas. Venez vous annoncer. Ce ne serait plus sur haute instruction de M. Biya. Vous voyez le truc? Là, maintenant, Ferdinand Gongo et les autres, c'est sur haute instruction du président Biya. Mais à sa mort, vous allez voir, ils viennent nous annoncer, la mort doit être constatée par un médecin, ou bien par une femme de ménage qui est venue laver le sol, qui a constaté que Biya est mort. Et elle va informer, ou bien son épouse, ou quand ils auront décidé, ils sont fatigués de lui, ils vont assommer, comme ils ont tué Moussa, ils vont l'assommer, on vient l'annoncer, ce ne sera plus sur haute instruction. On va nous annoncer qu'il est mort. Et la page sera tournée. Et un autre Nkulmanchaka commence. Et tout le monde passera par là. Mais à quel prix et comment? Voilà. Merci, grand frère Patrice Nouma. Beaucoup, et je vous répète cette phrase tous les jours. La punition de Dieu, parce que Dieu... Merci beaucoup, grand frère Patrice. Le grand frère Patrice a résumé là d'une façon très poignante la situation. Dans un pays normal, Bruno Bidjan, Amougou Belinga, Ivana seraient tous en prison. Tous. Ils y seraient tous. Mais nous ne lâchons pas. Les signes de la fin sont là. Voilà, on nous annonce ce matin que Idriss Déby serait mort. Les signes de la fin. Un vent de changement est en train de souffler. Et si le Tchad tombe, quel est le pays qui va suivre? Rien n'est éternel. Et lorsque ce pays va changer,
beaucoup auront des comptes à rendre. Beaucoup auront des comptes à rendre. Et nous sommes certains que la mort du jeune Brian trouvera justice. Oui. La lutte continue. Elle prend des angles différents sous des cieux différents. Mais elle continue certainement. Nous ne lâchons rien. Cette histoire de canal machin, cette télévision, c'est une aubaine que nous n'allons pas lâcher. Nous nous saisissons de cette affaire. Et nous allons frapper dessus, frapper dessus, frapper dessus. Nous ne laisserons plus ces assassins de Yaoundé continuer de nous martyriser même au-delà de nos frontières. Soutien total et indéfectible à J. Remingono. Toute la résistance camerounaise derrière lui. Et nous allons parler de l'affaire Fombor. Puisque c'est de ça qu'il est question. Nous allons parler de cette affaire. Cet enfant sera vengé. Et l'injustice, l'impunité qui règne au Cameroun prendra fin. C'était donc de ça que je voulais vous entretenir aujourd'hui en ce qui concernait la mort du jeune Fombor, qui est le sujet qui fâche la télévision génocidaire. Parce qu'ils y sont tous trempés. Ben, si vous savez que vous traînez des casseroles, faites attention lorsque vous attaquez. Comme disait un certain ministre qui est porté disparu, lorsqu'on vend les œufs, on ne cherche pas la bagarre. Vous avez des squelettes dans vos tiroirs. Eh bien, sortez les squelettes des autres, nous allons sortir vos squelettes. À la guerre comme à la guerre. Motaouaou, Anebia, c'est entre nous. Soutien total à J. Samedi soir, les dossiers noirs du samedi soir, ce sera la mort. Ce sera la fin du monde. Ce sera le cataclysme. Le grand frère Remingono va les écraser comme on écrase les manjangas sur la moulinette. Connectons-nous massivement ce samedi soir. Ce sera la tuerie. La tronçonneuse verbale. J. Il ne va louper personne. Ça va dégainer. Tir à vue. Tir à vue. Tir à volonté. Le grand frère va massacrer les Sardinas samedi. Connectons-nous. Et ça, ce n'est que le début. Moi-même, je suis en congé cette semaine. Donc, j'ai dit que je vais chauffer le tam-tam de mon grand frère. Toute la semaine, je vais taper le tam-tam. Quand samedi va arriver, on sera tous au paroxysme. Ah oui. À la guerre comme à la guerre. Moraouaou. C'était Sandy. Et c'est l'épisode 1. Lucky Luke contre la résistance. Épisode 2, bientôt. Et l'apothéose, c'est samedi. Je tape le tam-tam, mon grand frère J. Remingono. Viens mettre le clou final sur le cercueil de vision génocidaire. Vision caca. Avec ses animateurs, dessins animés. Rendez-vous bientôt. Je prends l'épisode 2. Je ne lâche pas l'affaire. Vous allez sauf que faire les reportages en tous nos villages. Et Bruno, machin chouette là, ne tente même pas de mettre tes pieds en Europe. Ce qu'on a fait au Obama, c'était rien. Toi, si le vent même qui souffle en Europe, si ça va t'emporter. Imagine quand le commandant Calibri va se mettre devant toi, tu es mort. Tu es mort. Tu es mort en guerre. Cale seulement au Cameroun. Comme votre grand-papy est denté et calé. Vous allez tous caler au Cameroun jusqu'à ce que la fin là-bas vous attrape là-bas. Personne ne sort, personne ne bouge. Vous allez tous caler là-bas. Zéro évacuation médicale, zéro voyage, zéro congé. Vous allez caler là-bas jusqu'à ce que les rebelles là viennent vous chasser. Oui. Allez les gars. C'était Sandy.
La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Bidjang, regarde-moi, hein? Je suis une princesse à l'ouest. Fière de sa culture, fière de son village. Personne ne prendra une 33 là-bas. D'ailleurs, si tu tentes, on va te bastonner là-bas bien même. Tente d'aller là-bas. On va te fouetter là-bas, tu ne vas pas comprendre. Tu connais Bafang, non? Est-ce que tu connais Bafang? Moi, je suis issu de la région qui a résisté aux colons français. Babouantou, on a massacré les Français là-bas. Je suis la descendante des Maquisards. Tente de mettre tes pieds là-bas, tu es mort. On va te prendre en otage, on va t'enfermer. Tu parles de quoi? Vous faites vos pètes là dans les petits villages où les gens tentent. Je t'ai dit que va à Sangmelima. Ils vont prendre 100 francs. La première chèvre que tu vas rencontrer va te raconter des énormités sur moi. Et comme vous aimez bien les histoires salaces, tu vas raconter aux gens comment je couchais avec 10 hommes à la même temps. On s'en fout. On sait que c'est du mensonge. Mais tu tentes de mettre tes pieds. Tu as vu, j'ai mis tous mes apparats de princesse. Tu as vu ça? J'ai mis tous mes apparats. Je suis fière de ma culture. Ce chapeau. Tente. Be bowo. Majore be yito wo be bomo. Ane titone. Tente. Sur haute instruction de Sandy de Boston. Tu mets pied à Bafang. On te prend en otage. C'est moi qui te dis ça. C'est moi. Tite. Allez les gars. Le combat continue. Ça va chauffer. Cette semaine-ci, ça va chauffer. On va courir. On va courir. Allez. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. La victoire est proche. Merci.